Chapitre 6 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Monsieur Lenormand à l'ouvrage. Section 1. Le 31 mai au matin, tous les journaux rappelaient que Lupin, dans une lettre écrite à Monsieur Lenormand, avait annoncé pour cette date l'évasion de l'huissier Jérôme. Et l'un d'eux résumait fort bien la situation à ce jour. L'affreux carnage du Palace Hotel remonte au 17 avril. Qu'a-t-on découvert depuis? Rien. On avait 3 indices. L'étui à cigarette, les lettres L et M, le paquet de vêtements oubliés dans le bureau de l'hôtel. Quel profit en a-t-on tiré? Aucun. On soupçonne, paraît-il, un des voyageurs qui habitait le premier étage, et dont la disparition semble suspecte. L'a-t-on retrouvé? A-t-on établi son identité? Non. Donc, le drame est aussi mystérieux qu'à la première heure. Les ténèbres aussi épaisses. Pour compléter ce tableau, on nous assure qu'il y aurait désaccord entre le préfet de police et son subordonné, M. Lenormand, et que celui-ci, moins vigoureusement soutenu par le président du Conseil, aurait virtuellement donné sa démission depuis plusieurs jours. L'affaire Kesselbach serait poursuivie par le sous-chef de la sûreté, M. Weber, l'ennemi personnel de M. Lenormand. Bref, c'est le désordre, l'anarchie. En face, Lupin, c'est-à-dire la méthode, l'énergie, l'esprit de suite. Notre conclusion, elle sera brève. Lupin enlèvera son complice aujourd'hui 31 mai, ainsi qu'il l'a prédit. Cette conclusion que l'on retrouvait dans toutes les autres feuilles, c'était celle également que le public avait adoptée. Et il faut croire que la menace n'avait pas été non plus sans porter en haut lieu, car le préfet de police, et en l'absence de M. Lenormand, soi-disant malade, le sous-chef de la sûreté, M. Weber, avait pris les mesures les plus rigoureuses, tant au palais de justice qu'à la prison de la santé où se trouvait le prévenu. Par pudeur, on n'osa point suspendre ce jour-là les interrogatoires quotidiens de M. Formery. Mais de la prison au boulevard du Palais, une véritable mobilisation de forces de police gardait les rues du parcours. Au grand étonnement de tous, le 31 mai se passa, et l'évasion annoncée n'eut pas lieu. Il y eut bien quelque chose, un commencement d'exécution qui se traduisit par un embarras de tramways, d'omnibus et de camions au passage de la voiture cellulaire, et le bris inexplicable d'une des roues de cette voiture. Mais la tentative ne se précisa point davantage. C'était donc l'échec. Le public en fut presque déçu, et la police triompha bruyamment. Or, le lendemain, samedi, un bruit incroyable se répandit dans le palais. Courut dans les bureaux de rédaction. L'huissier Jérôme avait disparu. Était-ce possible? Bien que les éditions spéciales confirmassent la nouvelle, on se refusait à l'admettre. Mais à 6 heures, une note publiée par la Dépêche du soir la rendit officielle. Nous recevons la communication suivante, signée d'Arsène Lupin. Le timbre spécial qui s'y trouve apposé, conformément à la circulaire que Lupin adressait dernièrement à la presse, nous certifie l'authenticité du document. Monsieur le directeur, veuillez m'excuser auprès du public de n'avoir point tenu ma parole hier. Au dernier moment, je me suis aperçu que le 31 mai tombait un vendredi. Pouvais-je, un vendredi, rendre la liberté à mon ami? Je n'ai pas cru devoir assumer une telle responsabilité. Je m'excuse aussi de ne point donner ici, avec ma franchise habituelle, des explications sur la façon dont ce petit événement s'est effectué. Mon procédé est tellement ingénieux et tellement simple que je craindrais, en le dévoilant, que tous les malfaiteurs ne s'en inspirassent. Quel étonnement le jour où il me sera permis de parler. C'est tout cela, dira-t-on? Pas davantage? Mais il fallait y penser. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur. Signé Arsène Lupin. 1 heure après, M. Lenormand recevait un coup de téléphone. Valenglay, le président du Conseil, le demandait au ministère de l'Intérieur. « Quelle bonne mine vous avez, mon cher Lenormand! Et moi qui vous croyais malade et qui n'osais pas vous déranger? Je ne suis pas malade, monsieur le président. Alors cette absence, c'était par bouderie? Toujours ce mauvais caractère? Que j'ai mauvais caractère, monsieur le président, je le confesse. Mais que je boude? Non. Mais vous restez chez vous, et Lupin en profite pour donner la clé des champs à ses amis. Pouvais-je en empêcher? Comment? Mais la ruse de Lupin est grossière. Selon son procédé habituel, il a annoncé la date de l'évasion, tout le monde y a cru, un semblant de tentative a été esquissé, l'évasion ne s'est pas produite, et le lendemain, quand personne n'y pense plus, fut, les oiseaux s'envolent. Monsieur le Président, dit gravement le chef de la sûreté, Lupin dispose de moyens tels que nous ne sommes pas en mesure d'empêcher ce qu'il a décidé. L'évasion était certaine, mathématique. J'ai préféré passer la main et laisser le ridicule aux autres. Valenglay ricana.
Il est de fait que monsieur le préfet de police, à l'heure actuelle, et que monsieur Weber ne doivent pas se réjouir. Mais enfin, pouvez-vous m'expliquer, le Normand? Tout ce qu'on sait, monsieur le président, c'est que l'évasion s'est produite au palais de justice. Le prévenu a été amené dans une voiture cellulaire et conduit dans le cabinet de monsieur Formery. Mais il n'est pas sorti du palais de justice. Et cependant, on ne sait ce qu'il est devenu. C'est ahurissant. Ahurissant. Et l'on n'a fait aucune découverte? Si, le couloir intérieur qui longe les cabinets d'instruction était encombré d'une foule absolument insolite de prévenus, de gardes, d'avocats, d'huissiers. Et l'on a fait cette découverte que tous ces gens avaient reçu de fausses convocations à comparaître à la même heure. D'autre part, aucun des juges d'instruction qui les avaient soi-disant convoqués n'est venu ce jour-là à son cabinet. Et cela par suite de fausses convocations du parquet les envoyant dans tous les coins de Paris et de la banlieue. C'est tout? Non, on a vu 2 gardes municipaux et un prévenu qui traversaient les cours. Dehors, un fiacre les attendait où ils sont montés tous les 3. Et votre hypothèse, Normand, votre opinion? Mon hypothèse, monsieur le président, c'est que les 2 gardes municipaux étaient des complices qui, profitant du désordre du couloir, se sont substitués aux vrais gardes. Et mon opinion, c'est que cette évasion n'a pu réussir que grâce à des circonstances si spéciales, à un ensemble de faits si étranges, que nous devons admettre comme certaines les complicités les plus inadmissibles. Au palais, ailleurs, Lupin a des attaches qui déjouent tous nos calculs. Il en a dans la préfecture de police, il en a autour de moi. C'est une organisation formidable. Un service de la sûreté 1000 fois plus habile, plus audacieux, plus divers et plus souple que celui que je dirige. Et vous supportez cela, le Normand? Non. Alors, pourquoi votre inertie depuis le début de cette affaire? Qu'avez-vous fait contre Lupin? J'ai préparé la lutte. Ah, parfait. Et pendant que vous prépariez, il agissait, lui. Moi aussi. Et vous savez quelque chose? Beaucoup. Quoi? Parlez donc. Monsieur le Normand fit, en s'appuyant sur sa canne, une petite promenade méditative à travers la vaste pièce. Puis, il s'assit en face de Valanglais, brossa du bout de ses doigts les parements de sa redingote olive, consolida sur son nez ses lunettes à branches d'argent, et lui dit nettement: Monsieur le Président, j'ai dans la main 3 atouts. D'abord, je sais le nom sous lequel se cache actuellement Arsène Lupin, le nom sous lequel il habitait boulevard Haussmann, recevant chaque jour ses collaborateurs, reconstituant et dirigeant sa bande. Mais alors, nom d'un chien, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Je n'ai eu ces renseignements qu'après coup. Depuis, le prince, appelons-le Prince 3 étoiles, a disparu. Il est à l'étranger pour d'autres affaires. Et s'il ne reparaît pas, la situation qu'il occupe, la manière dont il s'est engagé dans l'affaire Kesselbach exige qu'il reparaisse, et sous le même nom. Néanmoins, monsieur le président, j'en arrive à mon second atout. J'ai fini par découvrir Pierre le Duc. Allons donc. Ou plutôt, c'est Lupin qui l'a découvert. Et c'est Lupin qui, avant de disparaître, l'a installé dans une petite villa aux environs de Paris. Fichtre! Mais comment avez-vous su? Oh, facilement. Lupin a placé auprès de Pierre le Duc, comme surveillant et défenseur, 2 de ses complices. Or, ces complices sont des agents à moi, 2 frères, que j'emploie en grand secret, et qui me le livreront à la première occasion. Bravo, bravo, de sorte que, comme Pierre le Duc est, pourrait-on dire, le point central autour duquel convergent tous les efforts de ceux qui sont en quête du fameux secret Kesselbach, par Pierre le Duc, j'aurai un jour ou l'autre, 1. L'auteur du triple assassinat, puisque ce misérable s'est substitué à M. Kesselbach dans l'accomplissement d'un projet grandiose et jusqu'ici inconnu, et puisque M. Kesselbach avait besoin de retrouver Pierre le Duc pour l'accomplissement de ce projet, 2. J'aurai Arsène Lupin, puisqu'Arsène Lupin poursuit le même but. À merveille! Pierre le Duc est l'appât que vous tendez à l'ennemi. Et le poisson mort, monsieur le président. Je viens de recevoir un avis par lequel on a vu tantôt un individu suspect qui rôdait autour de la petite villa que Pierre le Duc occupe, sous la protection de mes 2 agents secrets. Dans 4 heures, je serai sur les lieux. Et le 3e atout, le Normand? Monsieur le Président, il est arrivé hier à l'adresse de monsieur Rudolf Kesselbach une lettre que j'ai interceptée. Interceptée, vous allez bien? Que j'ai ouverte, et que j'ai gardée pour moi, la voici. Elle date de 2 mois. Elle est timbrée du Cap et contient ces mots. Mon bon Rudolf, je serai le 1er juin à Paris, et toujours aussi misérable que quand vous m'avez secouru. Mais j'espère beaucoup dans cette affaire de Pierre le Duc que je vous ai indiquée. Quelle étrange histoire! L'avez-vous retrouvé, lui? Où en sommes-nous? J'ai hâte de le savoir. Signé, votre fidèle Steinweg. Le 1er juin, continua monsieur Lenormand, c'est aujourd'hui. J'ai chargé un de mes inspecteurs de me dénicher ce nommé Steinweg.
Je ne doute pas de la réussite. Moi non plus, je n'en doute pas, s'écria Valanglais en se levant. Et je vous fais toutes mes excuses, mon cher Lenormand, et mon humble confession. J'étais sur le point de vous lâcher, mais en plein. Demain, j'attendais le préfet de police et M. Weber. Je le savais, monsieur le président. Pas possible. Sans quoi me serais-je dérangé? Aujourd'hui, vous voyez mon plan de bataille. D'un côté, je tends des pièges où l'assassin finira par se prendre. Pierre-le-Duc ou Steinweg me le livreront. De l'autre côté, je rôde autour de Lupin. 2 de ses agents sont à ma solde et il les croit ses plus dévoués collaborateurs. En outre, il travaille pour moi, puisqu'il poursuit comme moi l'auteur du triple assassinat. Seulement, il s'imagine me rouler et c'est moi qui le roule. Donc, je réussirai, mais à une condition. Laquelle? C'est que j'aie les coudées franches et que je puisse agir selon les nécessités du moment, sans me soucier du public qui s'impatiente et de mes chefs qui intriguent contre moi. C'est convenu. En ce cas, monsieur le président, d'ici quelques jours, je serai vainqueur ou je serai mort. Section 2. À Saint-Cloud, une petite villa située sur l'un des points les plus élevés du plateau, le long d'un chemin peu fréquenté. Il est 11 heures du soir. Monsieur Lenormand a laissé son automobile à Saint-Cloud et, suivant le chemin avec précaution, il s'approche. Une ombre se détache. « C'est toi, Gourel ?»« Oui, chef. Tu as prévenu les frères Doudeville de mon arrivée ?»« Oui. Votre chambre est prête. Vous pouvez vous coucher et dormir. À moins qu'on essaie d'enlever Pierre-le-Duc cette nuit, ce qui ne m'étonnerait pas étant donné le manège d'un individu que les Doudeville ont aperçu. » Ils franchirent le jardin, entrèrent doucement et montèrent au premier étage. Les 2 frères, Jean et Jacques Doudeville, étaient là. « Pas de nouvelles du prince Cernine ?» leur demanda-t-il. « Aucune, chef. Pierre-le-Duc ? Il reste étendu toute la journée dans sa chambre du rez-de-chaussée ou dans le jardin. Il ne monte jamais nous voir. Il va mieux ? Bien mieux. Le repos le transforme à vue d'œil. Il est tout dévoué à Lupin ? Au prince Cernine plutôt, car il ne se doute pas que les 2 ça ne fait qu'un. Du moins je le suppose, on ne sait rien avec lui. Il ne parle jamais. Ah, c'est un drôle du pistolet. Il n'y a qu'une personne qui ait le don de l'animer, de le faire causer et même rire. C'est une jeune fille de Garches, à laquelle le prince Cernine l'a présentée, Geneviève Ernemont. Elle est venue 3 fois déjà, encore aujourd'hui. Il ajouta en plaisantant. Je crois bien qu'on flirte un peu. C'est comme son Altesse le prince Cernine et madame Kesselbach. Il paraît qu'il lui fait des yeux, ce sacré Lupin. Monsieur Lenormand ne répondit pas. On sentait que tous ces détails, dont il ne paraissait pas faire état, s'enregistraient au plus profond de sa mémoire, pour l'instant où il lui faudrait en tirer des conclusions logiques. Il alluma un cigare, le mâchonna sans le fumer, le ralluma et le laissa tomber. Il posa encore 2 ou 3 questions, puis, tout habillé, il se jeta sur son lit. S'il y a la moindre chose, qu'on me réveille, sinon, je dors. Allez, chacun à son poste. Les autres sortirent. 1 heure s'écoula, 2 heures. Soudain, monsieur Lenormand sentit qu'on le touchait, et Gourel lui dit « Debout, chef, on a ouvert la barrière. »« Un homme ? 2 hommes ? Je n'en ai vu qu'un. La lune apparut à ce moment, il s'est accroupi contre un massif. Et les frères Doudeville ? Je les ai envoyés dehors par derrière. Ils lui couperont la retraite quand le moment sera venu. » Gourel saisit la main de monsieur Lenormand, le conduisit en bas, puis dans une pièce obscure. « Ne bougez pas, chef. Nous sommes dans le cabinet de toilette de Pierre-le-Duc. J'ouvre la porte de l'alcôve où il se couche. Ne craignez rien. Il a pris son Véronal comme tous les soirs. Rien ne le réveille. Venez là, hein ? La cachette est bonne. Ce sont les rideaux de son lit. D'ici, vous voyez la fenêtre et tout le côté de la chambre qui va du lit à la fenêtre. » Elle était grande ouverte, cette fenêtre, et une confuse clarté pénétrait, très précise par moments, lorsque la lune écartait le voile des nuages. Les 2 hommes ne quittaient pas des yeux le cadre vide de la croisée, certains que l'événement attendu se produirait par là. Un léger bruit, un craquement. « Il escalade le treillage !» souffla Gourel. « C'est haut ? 2 mètres, 2 mètres 50 ?» Les craquements se précisèrent. « Va-t'en, Gourel !» murmura le Normand. « Rejoins les Doudeville. Ramène-les au pied du mur et barrez la route à quiconque descendra d'ici. » Gourel s'en alla. Au même moment, une tête apparut au ras de la fenêtre, puis une ombre enjamba le balcon. Monsieur Lenormand distingua un homme mince, de taille au-dessous de la moyenne, vêtu de couleur foncée et sans chapeau. L'homme se retourna et, penché au-dessus du balcon, regarda quelques secondes dans le vide, comme pour s'assurer qu'aucun danger ne le menaçait. Puis il se courba et s'étendit sur le parquet. Il semblait immobile. Mais, au bout d'un instant, monsieur Lenormand se rendit compte que la tache noire qu'il formait dans l'obscurité avançait, s'approchait. Elle gagna le lit. Il eut l'impression qu'il entendait la respiration de cet être, et même qu'il devinait ses yeux.
des yeux étincelants, aigus, qui perçaient les ténèbres comme des traits de feu, et qui voyaient, eux, à travers ces ténèbres. Pierre-le-Duc eut un profond soupir et se retourna. De nouveau, le silence. L'être avait glissé le long du lit par mouvement insensible, et la silhouette sombre se détachait sur la blancheur des draps qui pendaient. Si monsieur Lenormand avait allongé le bras, il l'eût touché. Cette fois, il distingua nettement cette respiration nouvelle qui alternait avec celle du dormeur, et il eut l'impression qu'il percevait aussi le bruit d'un cœur qui battait. Tout à coup, un jet de lumière. L'homme avait fait jouer le ressort d'une lanterne électrique à projecteur, et Pierre-le-Duc se trouva éclairé en plein visage. Mais l'homme, lui, restait dans l'ombre, et monsieur Lenormand ne put voir sa figure. Il vit seulement quelque chose qui luisait dans le champ de la clarté, et il tressaillit. C'était la lame d'un couteau, et ce couteau, effilé, menu, stylet plutôt que poignard, lui parut identique au couteau qu'il avait ramassé près du cadavre de Chapman, le secrétaire de M. Kesselbach. De toute sa volonté, il se retint pour ne pas sauter sur l'homme. Auparavant, il voulait voir ce qu'il venait faire. La main se leva. Allait-elle frapper? M. Lenormand calcula la distance pour arrêter le coup. Mais non, ce n'était pas un geste de meurtre, mais un geste de précaution. Si Pierre-le-Duc remuait, s'il tenta d'appeler, la main s'abattrait. Et l'homme s'inclina vers le dormeur, comme s'il examinait quelque chose. La joue droite, pensa M. Lenormand. La cicatrice de la joue droite. Il veut s'assurer que c'est bien Pierre-le-Duc. L'homme s'était un peu tourné, de sorte qu'on n'apercevait que les épaules. Mais les vêtements, le par-dessus, étaient si proches qu'il frôlait les rideaux derrière lesquels se cachait M. Lenormand. Un mouvement de sa part, pensa-t-il, un frisson d'inquiétude et je l'empoigne. Mais l'homme ne bougea pas, tout entier à son examen. Enfin, après avoir passé son poignard dans la main qui tenait la lanterne, il releva le drap du lit, à peine d'abord, puis un peu plus, puis davantage, de sorte qu'il advint que le bras gauche du dormeur fut découvert, et que la main fut à nu. Le jet de la lanterne éclaira cette main. 4 doigts s'étalaient. Le 5e était coupé à la seconde phalange. Une deuxième fois, Pierre-le-Duc fit un mouvement. Aussitôt, la lumière s'éteignit, et durant un instant, l'homme resta auprès du lit, immobile, tout droit. Allait-il se décider à frapper? Monsieur Lenormand eut l'angoisse du crime qui pouvait empêcher si aisément, mais qu'il ne voulait prévenir cependant qu'à la seconde suprême. Un très long silence. Subitement, il eut la vision, inexacte d'ailleurs, d'un bras qui se levait. Instinctivement, il bougea, tendant la main au-dessus du dormeur. Dans son geste, il heurta l'homme. Un cri sourd. L'individu frappa dans le vide, se défendit au hasard, puis s'enfuit vers la fenêtre. Mais M. Lenormand avait bondi sur lui et lui encerclait les épaules de ses deux bras. Tout de suite, il le sentit qui cédait, et qui, plus faible, impuissant, se dérobait à la lutte et cherchait à glisser entre ses bras. De toutes ses forces, il le plaqua contre lui, le ploya en deux, et l'étendit à la renverse sur le parquet. « Ah, je te tiens !» murmura-t-il triomphant, et il éprouva une singulière ivresse à emprisonner de son étreinte irrésistible ce criminel effrayant, ce monstre innommable. Il se sentait vivre et frémir, rageur et désespéré, leurs deux existences mêlées, leurs souffles confondus. « Qui es-tu » dit-il, « qui es-tu ? Il faudra bien parler. » Et il serrait le corps de l'ennemi avec une énergie croissante, car il avait l'impression que ce corps diminuait entre ses bras, qu'il s'évanouissait. Il serra davantage et davantage, et soudain, il frissonna des pieds à la tête. Il sentait une toute petite piqûre à la gorge. Exaspéré, il serra encore plus. La douleur augmenta, et il se rendit compte que l'homme avait réussi à tordre son bras, à glisser sa main jusqu'à sa poitrine et à dresser son poignard. Le bras, certes, était immobilisé, mais à mesure que M. Lenormand resserrait le nœud de l'étreinte, la pointe du poignard entrait dans la chair offerte. Il renversa un peu la tête pour échapper à cette pointe. La pointe suivit le mouvement et la plaie s'élargit. Alors il ne bougea plus, assailli par le souvenir des 3 crimes, et par tout ce qui représentait d'effarant, d'atroce et de fatidique, cette même petite aiguille d'acier qui trouait sa peau, et qui s'enfonçait elle aussi implacablement. D'un coup, il lâcha prise et bondit en arrière. Puis, tout de suite, il voulut reprendre l'offensive. Trop tard! L'homme enjambait la fenêtre et sautait. « Attention, Gourel !» cria-t-il, sachant que Gourel était là, prêt à recevoir le fugitif. Il se pencha, un froissement de galets, une ombre entre 2 arbres, le claquement de la barrière, et pas d'autre bruit, aucune intervention. Sans se soucier de Pierre-le-Duc, il appela « Gourel, Douteville !» Aucune réponse. Le grand silence nocturne de la campagne. Malgré lui, il songea encore au triple assassinat au stylet d'acier. Mais non, c'était impossible. L'homme n'avait pas eu le temps de frapper. Il n'en avait même pas eu besoin, ayant trouvé le chemin libre. À son tour, il sauta,
et faisant jouer le ressort de sa lanterne, il reconnut Gourel qui gisait sur le sol. « Crébleu, jura-t-il, s'il est mort, on me le paiera cher. » Mais Gourel vivait, étourdi seulement, et quelques minutes plus tard, revenant à lui, il grognait. « Un coup de poing, chef, un simple coup de poing en pleine poitrine, mais quel gaillard !» Ils étaient deux alors. Oui, un petit qui est monté, puis un autre qui m'a surpris pendant que je veillais. Et les Doudeville, pas vu. On retrouva l'un d'eux, Jacques, près de la barrière, tout sanglant, la mâchoire démolie. L'autre, un peu plus loin, suffocant, la poitrine défoncée. « Quoi? Qu'y a-t-il » demanda M. Lenormand. Jacques raconta que son frère et lui s'étaient heurtés à un individu qui les avait mis hors de combat avant qu'ils n'eussent le temps de se défendre. Il était seul? Non, quand il est repassé près de nous, il était accompagné d'un camarade, plus petit que lui. As-tu reconnu celui qui t'a frappé? À la carrure, ça m'a semblé l'anglais du Palace Hotel. Celui qui a quitté l'hôtel et nous avons perdu la trace. Le major? Oui, le major Parberry. Section 3. Après un instant de réflexion, M. Lenormand prononça. Le doute n'est plus permis, ils étaient deux dans l'affaire Kesselbach. L'homme au poignard qui a tué est son complice, le major. C'est la vie du prince Cernine, murmura Jacques Doudeville. Et ce soir, continua le chef de la sûreté, ce sont eux encore, les deux mêmes. Et il ajouta, tant mieux, on a 100 fois plus de chances de prendre deux coupables qu'un seul. M. Lenormand soigna ses hommes, les fit mettre au lit, et chercha si les assaillants n'avaient point perdu quelque objet ou laissé quelques traces. Il ne trouva rien et se coucha. Au matin, Gourel et les Doudeville, ne se ressentant pas trop de leurs blessures, il ordonna aux deux frères de battre les environs, et il partit avec Gourel pour Paris, afin d'expédier ses affaires et de donner ses ordres. Il déjeuna dans son bureau. À 2 heures, il apprit une bonne nouvelle. Un de ses meilleurs agents, Dieuzy, avait cueilli, à la descente d'un train venant de Marseille, l'Allemand Steinweg, le correspondant de Rudolf Kesselbach. « Dieuzy est là, dit-il ? » ?»« Oui, chef, répondit Gourel. Il est là avec l'Allemand. Qu'on me les amène. » À ce moment, il reçut un coup de téléphone. C'était Jean Doudeville qui le demandait, du bureau de Garches. La communication fut rapide. « C'est toi, Jean, du nouveau ? » ?»« Oui, chef. Le major Parberry. »« Eh bien ? » ?»« Nous l'avons retrouvé. Il est devenu espagnol et il s'est bruni la peau. Nous venons de le voir. Il pénétrait dans l'école libre de Garches. Il a été reçu par cette demoiselle, vous savez, la jeune fille qui connaît le prince Cernine, Geneviève Ernemont. Tonnerre ! Monsieur Lenormand lâcha l'appareil, sauta sur son chapeau, se précipita dans le couloir, rencontra Dieuzy et l'Allemand et leur cria « À 6 heures, rendez-vous ici !» Il dégringola l'escalier, suivi de Gourel et de 3 inspecteurs qu'il avait cueillis au passage, et s'engouffra dans son automobile. « À Garches, 10 francs de pourboire !» Un peu avant le pas de Villeneuve, au détour de la ruelle qui conduit à l'école, il fit stopper. Jean Doudeville, qui l'attendait, s'écria aussitôt. « Le coquin a filé par l'autre côté de la ruelle il y a 10 minutes. »« Seul ? Non, avec la jeune fille. » Monsieur Lenormand empoigna Doudeville au collet. « Misérable, tu l'as laissé partir, mais il fallait. Mon frère est sur sa piste. »« Belle avance, il le sèmera ton frère. Est-ce que vous êtes de force ?» Il prit lui-même la direction de l'auto et s'engagea résolument dans la ruelle, insouciant des ornières et des fourrés. Très vite, ils débouchèrent sur un chemin vicinal qui conduisit à un carrefour où s'embranchaient 5 routes. Sans hésiter, M. Lenormand choisit la route de gauche, celle de Saint-Cucufa. De fait, au haut de la côte qui descend vers l'étang, ils dépassèrent l'autre frère Doudeville qui leur cria « Ils sont en voiture, à 1 kilomètre !» Le chef n'arrêta pas. Il lança l'auto dans la descente, brûla les virages, contourna l'étang, et soudain jeta une exclamation de triomphe. Au sommet d'une petite montée qui se dressait au-devant d'eux, il avait vu la capote d'une voiture. Malheureusement, il s'était engagé sur une mauvaise route. Il dut faire machine en arrière. Quand il fut revenu à l'embranchement, la voiture était encore là, arrêtée. Et tout de suite, pendant qu'il virait, il aperçut une femme qui sautait de la voiture. Un homme apparut sur le marchepied, la femme allongea le bras, 2 détonations retentirent. Elle avait mal visé sans doute, car une tête surgit de l'autre côté de la capote et l'homme, avisant l'automobile, cingla d'un grand coup de fouet son cheval qui partit au galop. Et aussitôt, un tournant cacha la voiture. En quelques secondes, M. Lenormand acheva la manœuvre, piqua droit sur la montée, dépassa la jeune fille sans s'arrêter et hardiment tourna. C'était un chemin forestier qui descendait, abrupt et rocailleux, entre des bois épais, et qu'on ne pouvait suivre que très lentement, avec les plus grandes précautions. Mais qu'importait ? À 20 pas en avant, la voiture, une sorte de cabriolet à 2 roues, dansait sur les pierres, traînée, retenue plutôt, par un cheval qui ne se risquait que prudemment et à pas compter. Il n'y avait plus rien à craindre.
La fuite était impossible, et les deux véhicules roulèrent de haut en bas, cahotés et secoués. À un moment même, ils furent si près l'un de l'autre que M. Lenormand eut l'idée de mettre pied à terre et de courir avec ses hommes. Mais il sentit le péril qu'il y aurait à freiner sur une pente aussi brutale, et il continua, serrant l'ennemi peu près, comme une proie que l'on tient à portée de son regard, à portée de sa main. « Ça y est, chef, ça y est !» murmuraient les inspecteurs, étreints par l'imprévu de cette chasse. En bas de la route s'amorçait un chemin qui se dirigeait vers la Seine, vers Bougival. Sur terrain plat, le cheval partit au petit trot sans se presser et en tenant le milieu de la voie. Un effort violent ébranla l'automobile. Elle eut l'air plutôt que de rouler d'agir par bond, ainsi qu'un fauve qui s'élance, et, se glissant le long du talus, prête à briser tous les obstacles, elle rattrapa la voiture, se mit à son niveau, la dépassa. Un juron de M. Lenormand, des clameurs de rage. La voiture était vide. La voiture était vide. Le cheval s'en allait paisiblement, les rênes sur le dos, retournant sans doute à l'écurie de quelque auberge environnante où on l'avait pris en location pour la journée. Étouffant sa colère, le chef de la sûreté dit simplement « Le major aura sauté pendant les quelques secondes où nous avons perdu de vue la voiture. Au début de la descente. Nous n'avons qu'à battre les bois, chef, et nous sommes sûrs de rentrer bredouille. Le gaillard est loin à aller, et il n'est pas de ceux qu'on pince 2 fois dans la même journée. Ah, crénom de crénom !» Ils rejoignirent la jeune fille qu'ils trouvèrent en compagnie de Jacques Doudeville, et qui ne paraissait nullement se ressentir de son aventure. M. Lenormand s'étant fait connaître, s'offrit à la ramener chez elle, et tout de suite, il l'interrogea sur le major anglais Parbury. Elle s'étonna. Il n'est ni major ni anglais, et il ne s'appelle pas Parbury. Alors il s'appelle Juan Ribera. Il est espagnol, et chargé par son gouvernement d'étudier le fonctionnement des écoles françaises. Soit, son nom et sa nationalité n'ont pas d'importance. C'est bien celui que nous cherchons. Il y a longtemps que vous le connaissez ? Une quinzaine de jours. Il avait entendu parler d'une école que j'ai fondée à Garches, et il s'intéressait à ma tentative, au point de me proposer une subvention annuelle, à la seule condition qu'il pût venir de temps à autre constater les progrès de mes élèves. Je n'avais pas le droit de refuser. Non, évidemment, mais il fallait consulter autour de vous. N'êtes-vous pas en relation avec le prince Cernine ? C'est un homme de bon conseil. Oh, j'ai toute confiance en lui, mais actuellement il est en voyage. Vous n'aviez pas son adresse ? Non. Et puis, que lui aurais-je dit ? Ce monsieur se conduisait fort bien. Ce n'est qu'aujourd'hui, mais je ne sais... Je vous en prie, mademoiselle, parlez-moi franchement. En moi aussi, vous pouvez avoir confiance. Eh bien, monsieur Ribera est venu tantôt. Il m'a dit qu'il était envoyé par une dame française de passage à Bougival, que cette dame avait une petite fille dont elle désirait me confier l'éducation et qu'elle me priait de venir sans retard. La chose me parut toute naturelle, et comme c'est aujourd'hui congé, comme M. Ribera avait loué une voiture qui l'attendait au bout du chemin, je ne fus point de difficulté pour y prendre place. Mais enfin, quel était son but ? Elle rougit et prononça « M'enlever, tout simplement. » Au bout d'une demi-heure, il me l'avouait. « Vous ne savez rien sur lui ? Non. Il demeure à Paris ? Je le suppose. Il ne vous a pas écrit ? Vous n'avez pas quelques lignes de sa main ? Un objet oublié ? Un indice qui puisse nous servir ? Aucun indice ? Ah, cependant, mais cela n'a sans doute aucune importance. Parlez, parle, je vous en prie. Eh bien, il y a 2 jours, ce monsieur m'a demandé la permission d'utiliser la machine à écrire dont je me sers, et il a composé, difficilement car il n'était pas exercé, une lettre dont j'ai surpris par hasard l'adresse. Et cette adresse, il écrivait au journal, et il lissa dans l'enveloppe une 20aine de timbres. Oui, la petite correspondance sans doute, fit Lenormand. J'ai le numéro d'aujourd'hui, chef, dit Gourel. Monsieur Lenormand déplia la feuille et consulta la 8e page. Après un instant, il eut un sursaut. Il avait lu cette phrase, rédigée avec les abréviations d'usage. Nous informons toute personne connaissant M. Steinweg que nous voudrions savoir s'il est à Paris et son adresse. Répondre par la même voie. Steinweg ? S'écria Gourel. Mais c'est précisément l'individu que Dieuzy nous amène. Oui, oui, fit M. Lenormand lui-même. C'est l'homme dont j'ai intercepté la lettre à Kesselbach. L'homme qui a lancé celui-ci sur la piste de Pierre-le-Duc. Ainsi donc, eux aussi, ils ont besoin de renseignements sur Pierre-le-Duc et sur son passé. Eux aussi, ils tâtonnent. Il se frotta les mains. Steinweg était à sa disposition. Avant 1 heure, Steinweg aurait parlé. Avant 1 heure, le voile des ténèbres qui l'opprimait et qui faisait de l'affaire Kesselbach la plus angoissante et la plus impénétrable des affaires dont il eût poursuivi la solution, ce voile serait déchiré. Fin du chapitre 6.